Bonjour et bienvenue dans le Cloud Crooner, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis comme d'habitude avec mon grand acolyte, Monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme. Salut, la compagnie. La compagnie. Et je suis aujourd'hui avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour tout le monde. Youpidou, un podcast en français, ça va changer. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler FinOps. Alors, le FinOps, c'est un truc qui a été inventé entre le DevOps et le MLOps, je crois. C'est dans l'air du temps, en tout cas, ça c'est sûr. Si on doit caricaturer un petit peu, mais tout en restant sérieux, bien entendu. Donc on va prendre le DevOps. Comme dit Christophe Chaudier, ce n'est pas un métier, mais plutôt un ensemble de pratiques et un état d'esprit appliqué à des équipes pour un cycle de vie d'application plus fluide. Globalement, moins de friction dans l'entreprise, ça fait un business plus content. Si on doit prendre le FinOps, on a un ensemble de pratiques et un état d'esprit appliqué à des équipes pour une utilisation du cloud plus efficiente. Donc plus d'efficience, un business plus content. On est toujours dans le même principe, hein, on parle de business. Et donc, on peut penser qu'il s'agit juste de la traque aux ressources non utilisées, mais non, mais non. Comme dans les DevOps, pour un environnement sain, il faut des processus, il faut des outils, et il faut souvent même des évangélistes. Étant donné que la gestion des ressources cloud, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui est dans l'ADN humain, bah, il faut des gens pour répondre la bonne parole, des hommes et des femmes à qui tu donnes ton accès et qui te disent oula, ça y va à volo là, ou sinon qui peuvent te dire tu sais qu'il y a là, tu as une VM qui tourne depuis 4 ans, tu fais rien avec. Enfin, plein de choses, plein de vertus qui peuvent être apportées donc, par ces évangélistes. Et ce genre d'individus qui colmatent les tuyaux jusqu'à refaire la plomberie. Nous en avons un spécimen aujourd'hui sous le nom de Franck. Donc, rebonjour Franck. Alors, Bonjour. Quelle belle basiquement, intro, dis donc. et oui, moi aussi je me suis plus à l'écrire. Euh, sur le truc de DevOps, FinOps, moi je vois le truc, hein. C'est parce qu'on est dans l'air du temps, on voit que le mot Ops, ça représente quelque chose dans la tête des gens, donc on s'est dit on va mettre Fin. Bon, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, donc ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce point commun de c'est pas un mec le FinOps, Voilà, c'est ouais, un non. état d'esprit. Et typiquement, c'est pour ça que je voulais inviter quelqu'un comme toi, parce qu'on voit beaucoup de SaaS sur le web, beaucoup de gens qui proposent des applications, des tools, etc. Mais in fine, comme je disais, c'est un état d'esprit, il y a les outils, mais il y a l'état d'esprit, il y a les processus. Et je pense que nous avons un expert en la matière aujourd'hui pour poser plein de questions. Et petit préambule juste avant de commencer. Cloud Mercato, ce n'est pas une entreprise, on n'est pas consultant FinOps, on est une entreprise, hein, mais on n'est pas consultant FinOps. On a plein de données à propos des clouds, des prix, des perfs, etc. Mais on ne gère le budget de aucun consommateur. Ça, c'est le travail des FinOps. Et donc, les FinOps, c'est nos copains, parce qu'on a toujours des trucs à échanger avec eux. Nous, on a des datas, eux, ils ont des datas. Eux, ils voient plein de dossiers de clients que nous, on ne voit pas. Et donc, on est ravis de collaborer avec eux. Si vous êtes FinOps, n'hésitez pas, appelez-nous. On a toujours des trucs à faire ensemble, à discuter, etc. Donc, refassons à notre podcast. Alors, Franck, est-ce que tu peux te présenter brièvement ou plus en longueur, c'est un peu comme tu veux. Ouais, bon, on va faire brièvement. On va commencer par le truc qui, en réalité, crée le plus de buzz quand on parle de moi. Bah, c'est que j'ai pris un an de vacances et j'ai allé vivre pendant un an à La Réunion. Et ça, c'est quand je dis ça, par exemple, quand je fais je parle avec d'enfance de, j'en sais rien, une centaine de personnes. Généralement, les 5 prochaines questions vont être à propos de ça. Comment t'as fait, etc. Donc, je l'annonce en premier. Ça, c'est le plus gros truc, le plus important. Après, en option, j'ai un boulot tous les jours maintenant, parce que j'ai fini cette année. Et je m'occupe donc de l'innovation chez Strategic Blue. Et moi, je suis né, je vais te faire la version courte si tu veux, mais j'étais un vrai technicien. Moi, je vivais dans mon garage. Oh, peut-être pas un garage, j'avais pas assez de sous pour avoir un garage, mais j'avais une chambre vachement petite. Je payais mon internet, c'était avec un modem et tout le tremblement. Et je voulais pas parler à des autres êtres humains. Je trouvais que c'était d'une inutilité flagrante. Jusqu'au moment où, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que bon, allez, c'est pratique. J'ai commencé à bosser, donc j'ai commencé à être un peu plus ouvert. Donc ça, c'était plutôt bien. Ça, ça m'a fait sortir.
Mais après, le truc qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à travailler, tu sais, sur des énormes systèmes, 128 CPU, des trucs délirants, mais ça devenait ennuyeux, parce que tout le truc, c'était toujours pareil. Three-tier architecture, comme on dit, j'ai utilisé plein de mots anglais, mais les architectures, c'était les mêmes, les problèmes, c'était les mêmes, il y avait tout le classique. Et, et donc, j'étais vachement ennuyé. C'est entre autres, c'est pour ça qu'on a pris cette année de vacances avec ma femme, et on est parti. Et quand je suis revenu, j'ai eu la chance de rencontrer James Mitchell, donc qui est encore mon chef depuis maintenant 7 ans, et qui m'a dit, tu t'inquiètes pas, on va prendre la technique, tu restes notre expert technique, et on va mettre de la finance au milieu. Et ça va être tellement bazar, tellement compliqué, que tu vas plus jamais t'ennuyer. Et donc, depuis ce jour-là, c'est à peu près ce que je fais. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est, je m'occupe surtout de la partie fine dans FinOps. Comme tu disais, il y a la partie DevOps et il y a la partie financière. Presque personne, même si c'est les 3 premières lettres, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'occupe du fin. Et moi, c'est ce que j'aime bien m'occuper. Donc, technicien dans l'âme, euh, dans ma minute de gloire, je vais dire, je suis un des 300 AWS Ambassadors. Donc, on n'est pas beaucoup. FinOps Pro, je crois que j'étais numéro 20, etc. Donc, j'adore ça, mais je l'utilise pas beaucoup. Je m'occupe surtout de comprendre les sous et comment ça marche, et comme tu disais, de faire marcher, comprendre les business et de voir qu'est-ce qu'on peut faire du côté cloud et gestion financière pour que ça soit positif pour le business. Ça T'as la marche. version longue? C'est la version mi-longue, je pense. De ce que je comprends, ce que tu fais n'est pas directement palpable dans le sens où on n'est pas dans le concret où ah, TVM, je vais traquer celle qui n'est pas utilisée. C'est vraiment dans le je prends la stratégie d'autres entreprises, Voilà. la stratégie du cloud et je fais le meilleur match entre les deux. Oui, j'ai reparti. Donc, il y a un truc qui est très intéressant, comme beaucoup de choses, hein, d'accord, le cloud et le finance dans le cloud, c'est super compliqué. Hein, presque je suis sûr que ça a été choisi d'être compliqué, mais ça, c'est un autre problème. Euh, mais en dessous, même comme la comptabilité, tu as une équation qui la simplifie. Et dans notre cas, c'est une équation qui est vachement bien, parce qu'on est on la connaît tous très bien, c'est celle qu'on a au supermarché, qui est le prix, ce que tu vas payer à la fin, donc ton coût, c'est la quantité ou l'utilisation dans le monde cloud, c'est la quantité multipliée par le prix. Alors en anglais, ça fait cool et ça fait cost equal usage time rate, mais Ouh. la réalité, c'est que c'est comme au supermarché. Tu vas acheter du lait, tu as le prix de chaque bouteille de lait, et si tu en achètes 5, eh ben, tu vas payer 5 fois ce prix. Ouais. C'est vraiment basique. Dans le cloud, c'est à peu près la même chose, c'est que tu as un prix par heure, par exemple, pour faire une VM, ça va être ton prix, et si tu utilises pendant 3 heures, eh ben, tu vas payer 3 fois ce prix. D'accord? Mais ce qui est très intéressant quand tu commences à enquêter, quand tu commences à dérouler un petit peu plus ces genres de choses, c'est que tu découvres que tout ce qui est quantité, c'est technique. Ça peut se résoudre techniquement. C'est-à-dire que réduire la quantité, c'est dans le contrôle de l'utilisateur. C'est comme à la Hmm. maison, l'exemple, quand je continue avec le lait, le fait que ton gamin ne fasse pas tomber le lait par terre, que tu gaspilles pas ça, c'est dans tes pouvoirs. Tu as le contrôle de ça. Donc, la quantité est sous contrôle de l'utilisateur. De l'autre côté, tu as le prix, et le prix, par contre, c'est souvent c'est le vendeur qui l'a. Si tu as des bons de ristourne, ça va être le supermarché qui va te les donner. Dans notre cas, Ouais. ça va être les vendeurs de cloud qui vont te proposer des moyens de dire, euh, moi je te donne quelque chose, hein, une réduction de prix, en échange tu me donnes quelque chose d'autre. Et ça a été, pour moi, ça a été incroyable de comprendre, c'est que toute réduction a un impact, a une raison d'être derrière. Tu es en train de donner quelque chose, généralement, tu prends du risque du vendeur et tu l'amènes vers toi. Et en Oui. échange de ça, ils vont te donner des réductions de coûts. Et c'est vachement intéressant quand tu commences à rentrer là-dedans, dans ces deux principes, que l'utilisation, c'est technique, le prix, c'est de la négociation et c'est financier. Tu peux commencer vraiment à partager les choses, à dire, après j'arrête, je promets, pour un développeur, par exemple, tu peux dire, bah, ceux qui font le programme, ils n'ont pas vraiment de contrôle sur la négociation des prix. Eux, ils s'utilisent de l'utilisation. Donc, essayons de leur montrer l'utilisation entre guillemets plein prix, et de les mesurer sur ça, parce que c'est la seule chose qui peuvent effectivement toucher, qui peuvent changer. Si le prix descend de 20%, est-ce que c'est parce que j'ai négocié une réduction de 20%, ou est-ce que parce qu'on a effectivement fait des travaux d'amélioration des performances de notre application? C'est important de comprendre la différence, si tu veux. Ouais. Et, et donc, quand tu prends cette équation et tu commences à aller dedans, c'est
incroyable comment ça s'étend de partout. Oui, c'est aussi incroyable et aussi large qu'en fait est le scope du cloud computing où bah, on peut commencer. Enfin, si déjà on reste sur la VM, bah, on a déjà tous les billing options pour Lee, One Year partial upfront, all upfront, no upfront. Même chose en Ouais, deux ouais. ans, même chose en 3 ans. On peut aller sur des 5 ans, des 7 ans chez Alibaba et Tencent, il me semble. Ensuite, on revient dans l'autre sens. On peut avoir les spots VM qui sont à l'heure, mais qui sont moins chers et qui sont préemptibles, etc. Donc, oui, déjà, rien que sur la VM et sur ces billing options, on peut avoir 8 manières de penser à un même produit. Ouais, je crois qu'on avait fait les calculs. Donc, comme tu dis, si on le prend large, si on chercher un numéro marketing là-dedans, il y a 26 façons d'acheter une VM chez Amazon. Mais ouais, ouais, non, c'était assez délirant, mais pas bon. Et du coup, oui, c'est vrai que chez AWS, on peut multiplier la chose avec les réserves instances, quand on prend les réserves, comment ils appellent ça, Voilà. quand Savings on plans. va... exactement, exactement. Et oui, donc du coup, tu me dis que c'est simple avec la petite équation du supermarché, mais Bah, alors, je vais te on donner un autre réfléchit en... truc. Vas-y. Moi, j'aime bien, c'est quand les gens ils peuvent après commencer à comprendre tout seul, d'accord? Donc, je vais te dire, Mm, l'autre truc qui est vachement simple, c'est ce qu'on appelle le risk reward. Ça veut dire mm, que, imagine, les vendeurs de cloud, ils sont en train d'acheter, ils sont en train d'investir dans des centres de données, d'accord? C'est un investissement sur 20 ans. ouais, Après, ils achètent des serveurs dedans. mm, 5 ans, je suis sûr qu'il faut marcher juste pendant 7, mais on va dire 5 ans. Tu as un investissement de 5 ans. Et après, tu le vends à la seconde. Et du côté de la réputation, tu n'as pas le droit de ne pas avoir les ressources disponibles. Donc tu dois suracheter. Eux, ils surachètent. ouais, Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre énormément de risques. Parce qu'il y a une énorme différence entre comment ils achètent 5 ans et comment ils vendent la seconde. Donc tout ce risque, ils le passent dans le prix. ouais, Et donc c'est pour ça que moi je vois par exemple comme dit on demand, c'est pas un prix, c'est un prix plus un risk premium, donc un malus de risque qui est dessus. Et après, plus tu vas prendre ce risque sur toi, comme client, donc plus tu leur dis, hey, je vais acheter exactement 7 VM pendant 3 ans, exactement là, et je te donne même les sous en avance, le vendeur de cloud, il va savoir qu'il peut acheter ce serveur, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui va tout à l'utiliser, fait. c'est une garantie. Cette garantie, elle est très importante pour faire le modèle, pour faire ses investissements à 20 ans, 30 ans, et donc il te redonne 50-60% de Exactement. réduction, parce que tu as pris ce risque sur toi. Et donc, plus il y a des contrats où on te donne juste une ristourne sur la totalité, tu garantis une certaine dépense, mais tu garantis pas une région, tu garantis pas quelque chose comme Ouais, ça va te donner beaucoup moins de réduction que quelque chose qui est spécifique. Donc, plus tu prends de risques en étant spécifique, et plus tu as de réduction. Spot, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que tu ouais, prends tout le risque, toi, utilisateur, tu prends le risque, AWS ou n'importe quel vendeur de cloud a le droit de t'enlever cette ressource dans les 2 minutes, théoriquement. Donc s'ils en ont besoin, ils reprennent. Tu as pris presque tout le risque sur toi et évidemment, tu commences à avoir des 80-90%, il y avait un moment, de réduction. Donc moi, dans ma tête, je vois que 10% du prix, c'est ce qui coûte, on va dire, et ils font pas de marge probablement là-dessus. 90, c'est un risque et que toi, tu peux jouer là-dedans. d'accord. Et c'est ce qu'on fait Euh, comme Strategic Blue, c'est on joue ce risque. On joue en d'accord. parlant avec notre client, on utilise une technologie super avancée, les humains. C'est vachement bien, ça marche très très bien aussi. Mm. Et ça fait que du côté du client, on est vu comme un software, mais il n'y a pas de limite dans les paramètres. Parce que tu peux parler avec un humain. Hey, j'ai besoin que mon billing il soit fait comme ça et je ne peux pas acheter ça pendant ces 3 mois, mais je peux les acheter ces 3 autres mois. Ok, on va se débrouiller, on va faire avec. Yes. Ouais, mais cette prise de risque, tu vois, toi, tu me parles de cette marge, ça représente Ouais, la prise de risque. ouais. Moi, je voyais la prise de risque, je voyais pas, je lui donnais pas une aussi grosse place, mais je voyais aussi le fait que, au-delà de je prends un data center, il y a aussi, je te propose 45 features avec ma VM. Et ça, quelque part, je me disais, oui, c'est le fait que quelque part ce soit un peu premium et que ça nous donne donc plus de services, une VM a plus de services chez ce cloud que chez un autre cloud.
Mais en fait, oui, tu m'as remis les idées en place. C'est Mais tout est une question de risque dans la vie, en fait, quoi qu'il arrive. bah, Donc oui. ça, c'était un gros truc, c'est que tu te rends compte, quand tu reprends tout, il y a un mot pour dire, ils te racontent tous que c'est très bien d'aller dans le cloud, etc., mais ce sont toutes des grosses boîtes qui sont quand même, qui sont cotées en bourse, et Mm. donc elles ont des objectifs financiers comme truc le plus important, si tu veux. Donc quand tu commences à repenser ça, ça aide aussi à la... Donc entre le risque et le financier, c'est ça. Comme tu dis, il y a plein d'options, mais chaque option a un prix. Mm. Comme disait, je crois quelqu'un, il dit si tu rentres dans le restaurant de chez AWS, il va dire bonjour monsieur, 10 centimes pour le bonjour. Est-ce que je peux prendre votre manteau? C'est 5 centimes de la seconde. Vous voulez des assiettes aussi? Et t'es là, j'en ai un. C'était, je crois, Mac Bradbury qui nous a fait une présentation comme ça, un meet-up, et t'es là, c'est tellement vrai. Mais en même temps, si tu te débrouilles bien, si tu comprends cette complexité, tu peux effectivement te trouver dans une meilleure place. Mais il y a du Avoir boulot. un casse-dalle pas cher, qui sera très bon. Ben voilà, tu peux avoir ton bonus à la fin ou un trou C'est tout normand à au fait ça. milieu. Et du coup, dans ton travail de tous les jours, c'est quoi le client typique, sa préoccupation majeure, au-delà de se dire, j'ai l'impression que mon argent part par la fenêtre. Quelle est la préoccupation de tes clients? Donc la préoccupation de mes clients, comme je dis, comme Strategic View, on s'occupe presque uniquement de la partie financière, donc pas de la partie technique. Donc nous, Hmm. l'objectif, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut payer le moins possible on demand, donc le prix avec le maximum, sans pour autant avoir à déranger les développeurs. Donc sans pour autant interrompre le cycle, la partie DevOps dont tu disais, qui fait partie d'un cycle, qui est presque un flow aussi. Donc, d'accord? Ouais. Et ils ont plein de choses à faire parce que je crois que j'en discutais récemment, ça, c'est la Dev, Sec, Green, Fin et quelque chose Ops. Il commence à y avoir ML beaucoup. Data Ops. Ah bah ouais, quand même, puis la stratégie data qui va derrière. Mais bon, et puis il faut tout jeter dans le big. Mais l'idée, c'est que tu as effectivement t'as toute cette équipe, leur boulot, c'est de sortir des features, c'est de sortir des nouvelles fonctionnalités du programme, c'est de faire avancer le programme, comme veut le business, pour aider le business. Et donc oui, c'est très important de mettre que le coût soit dedans, comme à mon avis, ça doit être une marque de performance, hein, de marque de qualité. C'est-à-dire, il doit y avoir un truc de qualité que ton code d'aujourd'hui, il est moins cher à l'unité que le code d'hier, si tu veux. Parce que normalement, avec le temps, il y a des performances, tu dois améliorer. Tu n'es pas là en train d'être pire. Et donc ça doit faire partie des contrôles. Mais de l'autre côté, moi, avec Strategic Blue, ce qu'on a fait, c'est on a fait tous des instruments type de trader. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la banque de mon côté, chez nous. Et donc, on voit cette énorme, un peu comme un fonds de pension, si tu veux, on voit cette énorme utilisation, on voit ces 26 façons d'acheter d'Amazon, on va parler avec le client et tu vas me dire, par exemple, moi je suis Cloud Mercato, je suis une jeune startup, je monte, je prévois que d'aller en haut et à droite et vite, de doubler chaque année. Donc, on va faire une stratégie qui va être beaucoup plus on va être agressif sur les réductions de coûts. Il y a d'autres boîtes qui vont dire, nous, on a atteint notre niveau, on a un plan pour réduire maintenant. On veut commencer à réduire. Donc, eux, on va commencer à travailler pour construire de la flexibilité qui va permettre cette réduction. Donc, tu sacrifies un petit peu de réduction. En échange, tu gagnes de la flexibilité qui vont te permettre de réduire. Hmm. Et il y a des choses, il y a des trucs que tu peux faire, qu'on fait, par exemple, qui te permettent, au bout d'1 an, par exemple, d'avoir des réductions de 1 an sur 1 mois d'utilisation. Tu peux commencer, même les pics qui durent 1 mois ou 2 mois, tu peux commencer à avoir des restes. Donc notre boulot, c'est ça. Alors comme tu as dit, c'est 26 trucs, il y a, je sais plus, 600 types d'instances différentes, il y a 25 régions, enfin, ça devient dans les millions, on avait fait les calculs, j'ai arrêté, parce que ça devient fou. Mais nous, notre boulot, c'est ça. Donc, on va parler avec l'humain, ce qui est vachement novateur. Et on travaille beaucoup avec le secteur public, par exemple, parce qu'ils ont des trucs où ils disent non, nous, on peut pas signer les trucs des clouds. Parce que c'est gentil, mais nous, on a une loi qui nous l'interdit. Donc, non. Donc, nous, on va faire l'intermédiaire sur tout ça aussi. On va aider les gens qui peuvent pas acheter le cloud à acheter le cloud. Hmm. Et au milieu, on va nous financer en faisant des sauvegardes dessous. Donc, on va travailler ensemble, on va construire une stratégie ensemble, on va t'aider à acheter du cloud si tu peux pas.
chaque mois, on va créer une somme, on va gagner des sous, on va prendre un pourcentage de ces sous et puis tu gardes tout le reste. Donc, du point de vue du client, c'est plus ou moins gratuit. Oui, oui, oui. C'est ça que j'adore avec le FinOps, c'est que on jette, on brûle tellement d'argent dans la cheminée que en fait, on peut créer un business sur ce feu de bois, ce feu Sur le de bois que papier. je te fais pas brûler. Voilà, Ouais, ouais. et c'est magique. Et c'est vrai que sur un restaurant qui nous demande de faire payer la paille, oui, il y a moyen de faire un business. C'est toujours vrai. Ah ouais. Oui, puis la complexité même technique est monstrueuse. Quand tu vois, le nombre de services est incroyable. Et d'un côté, j'avoue que je suis un peu cynique de temps en temps dans les trucs, c'est qu'ils disent, oui, nous avons tous les mois, je passe toutes les nouvelles instances là, pour le podcast avec Steve de What's New in Cloud FinOps. Et il y a des fois, tu es là, attends, il y en a 700. Ça me rappelle qu'en moi, il y a 30 ans, bah, pas 30, allez, 25, chez un distributeur et j'avais 600 types d'ordinateurs autour de moi. Il fallait que je choisisse lesquels j'allais avoir besoin. Je me dis, mais c'est à peu près la même chose. Je rentre là et je vois, est-ce que j'ai besoin d'une M, M6i ou une M7G ou ça change quoi la R5? Ah, et puis maintenant il y a Mm. HPC. Bon, elle coûte cher M- celle-là, on l'ignore. Mais là, celle avec le Z, t'en penses quoi? Bon, voilà, exactement. Je crois qu'on a cherché récemment, j'avais trouvé, si vous voulez, je vous renverrai le lien, mais j'avais trouvé les noms où ça venait, et je suis comme toi, mais en plus amateur, j'adore les données. Donc j'ai toute une série de sites à moi où je fais mes études de données, Yes. et entre autres, il y avait le truc qui était sympa, c'était de voir que presque toutes les instances d'Amazon marchent en quantité de CPU. Si le quantité de processeurs double, le prix double. Mm. Vachement simple, basique. Mais il y en a certaines pas. Et c'est là où c'est intéressant. Tu vas, comme d'habitude, tu vas là-dedans et tu regardes que, tiens, c'est celle qui s'appelle D. Tu dis, pourquoi les D? Ah, parce qu'ils ont ils ont un disque spécial. Et Local, ouais. donc, il y a une partie du coup du disque qui est coincée là-dedans. Et ouais. Et pareil, comme toi, j'aime bien rentrer, prendre les données, puis aller voir, mais attends, il y a quoi dessous là? Qu'est-ce que je peux en sortir en plus de ce qu'il y a là? Près de Windows, etc. Ah oui, oui. Enfin, si on commence à rentrer après avec les prix des licences, oui, là, on rentre dans la matrice. C'est vraiment compliqué. Avant justement de rentrer dans la matrice, Jérôme, est-ce que tu as des questions pour Monsieur Franck? C'est moi. Des Top. questions, j'en ai. J'ai tout ce qu'il vous Toujours. faut. J'ai de la compliquée, de Moi, l'embarrassante, je veux de la pas chère ce matin. de la pas chère, de la pas chère. Bah, une question basique, une question LinkedIn. Et une question aussi un peu journal de Mickey aussi. Il faut quoi pour être un bon FinOps? Ah, eh ben, je dirais le premier truc, c'est qu'il te faut de la diplomatie. Ouais. Parce que comme FinOps, la réalité, c'est que le but du jeu, c'est que comme le cloud est complètement différent de ce qui se faisait avant, parce qu'avant, t'avais quelqu'un qui mettait un budget, vous avez 1 million. Après, tu avais une autre personne qui achetait le plus possible de matos pour 1 million, et après, toi, tu te débrouillais avec ce qu'on t'avait ramené. Maintenant, c'est, hey, cette dernière personne qui avant se débrouillait, maintenant, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, comme ils veulent, en quantité qu'ils veulent. Donc, ça a enlevé le pouvoir à plein de monde, ça a tout cassé les systèmes, etc. Donc, une grosse partie du film. Et les vendeurs de cloud ne veulent pas s'adapter à ce vieux système. Ils disent non, il y a un nouveau qui est vachement mieux. Donc, Mm. comme personne FinOps, il y a un gros travail. Tu as deux gros trucs à faire au début. On en reparlait récemment avec des collègues. C'est pour moi le premier truc, c'est que tu dois montrer ta valeur en faisant les trucs de base pour réduire les coûts. Comme ça, tu peux dire, hey, c'est bien de payer mon salaire, ça réduit concrètement les coûts très vite. Mais ça, tu vas pouvoir le faire jusqu'à un certain temps. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que tu commences à créer de la confiance avec probablement ton chef et son chef, etc. Et souvent, ça passe par des rapports, par des présentations des rapports et commencer à montrer les résultats et montrer que c'est un état d'esprit, montrer qu'il y a besoin de construire. Je crois qu'il y a 25 trucs dans le framework FinOps et Mm. réduire les coûts, c'est 2. Donc, il y a plein de choses à faire pour reconstruire un peu cette,
Je sais pas s'ils s'entendaient bien avant, mais en tout cas, t'essaies de faire que les développeurs, le côté technique, le côté financier et le côté de procurement, donc des achats, se comprennent. Et il y D'accord. a donc ça, c'est le premier truc que je dirais, ce sont les deux premières choses, c'est vraiment diplomatie, être capable de parler aux gens et d'expliquer ce que tu fais et de le présenter joliment, parce que c'est important, et de savoir réduire les coûts vite. Donc, il faut faire des beaux C'est-à-dire, PDF, quoi. Non, je rigole. Là. aussi, ouais. Non, mais c'est absolument vrai, c'est ce que ouais, ouais. Non, mais attends, si tu présentes un truc comme un Excel et tout, moi, dans notre boîte, on a des gens qui savent expliquer des choses très compliquées de manière très compliquée. Ouais. Et je peux dire que ça marche avec des gens qui ont des PhD derrière leur nom, mais on en a beaucoup d'autres, ça marche vachement moins bien. Ouais, Donc, c'est clair. Hein. Ouais. donc moi, je m'occupe de la partie plus Ouais. basique. Une sorte de. Je sais plus comment ça. Tampon. Ah, c'est ouais, Ouais. un pont, un buffer, un coussin. Donc, du coup, en fait, tout à l'heure, il y avait ce que tu disais, un peu la partie ennui sur la première partie de ta Ouais, carrière, hein, si je dis pas de bêtises. ouais, ouais, ouais. Bien que parfois, enfin maintenant on le dit de plus en plus, hein, il faut apprendre à s'ennuyer, hein, il faut s'ennuyer. C'est bon. Ouais, ouais, mais ça, Heu, c'est. c'est l'antipode comme tu le disais, du FinOps, de ce que j'ai compris. Après, je suis pas expert, c'est que le Ouais, FinOps, c'est un peu naviguer dans le chaos. oui, C'est prendre la vague frontalement et puis on va voir ce qui en sort. Les nombres de possibilités, comme tu l'as dit, sont infinis. oui. Est-ce que l'IA va vous aider à ça ou est-ce que l'IA va vous remplacer par rapport à ça? Gros titre choc. Ou est-ce qu'elle vous aide déjà? Ah bah, ça, c'est des grandes questions. Donc d'abord, je te dirais, comme beaucoup de choses, l'IA, c'est bah, beaucoup de potentiel, mais ça coûte une fortune. Ouais. Donc, c'est un premier Mmh. truc. Deuxièmement, le problème qu'on a, nous, comme j'ai dit, surtout du côté. Alors, du côté. On reprend cette équation. Du côté d'utilisation, je pense que l'IA peut être utile pour découvrir comment le programme qu'on a en ce moment est utilisé, comment il peut s'améliorer, comment on pourrait l'améliorer. Donc, je vois l'IA très utile sur la partie de quantité d'utilisation parce qu'il est possible d'apprendre des choses qui sont uniques. Il est possible d'apprendre comment ce programme qui a tourné pendant 5 ans, si tu as les données de ce programme de 5 ans, tu peux découvrir des nouvelles choses. L'IA, elle est là pour, à mon avis, enlever de la médiocrité en Mmh. particulier, enlever les boulots qui sont aussi casse-pieds. Donc là, je pense c'est possible. De l'autre côté, sur la partie financière, là par exemple, on est nous, ça dépend de la quantité d'informations ou de possibilités n'est pas si énorme. Comme je dis, il y a 26 façons d'acheter une VM. Mmh. Pour quelqu'un qui essaie de le faire à la main, c'est vachement compliqué. Pour une IA, c'est vachement pas beaucoup, parce que même des millions, c'est pas. Hein. Mais en même temps, tu n'as pas vraiment de données sur qu'est-ce que c'est qu'un bon résultat. Donc, ce que je suis en train d'essayer de dire ici, c'est que tu n'as pas besoin d'une IA pour gérer ce côté-là. Tu as besoin de bonnes practices, tu as besoin de bons moyens de faire les choses, ou, comme j'espère que les gens vont faire, c'est de nous jeter le problème. Et nous, on a fait cet intermédiaire entre les personnes et Ouais. les softwares. On a construit du software. Tu mets une IA là-dedans, elle va avoir raison 99% des fois. Et il Et manque la comme valeur disait humaine. quelqu'un, Mmh. quand ça va se planter, généralement, ça se plante beaucoup. Ou tout d'un coup, tu te dis, oui, comment est-ce que tu fais à savoir si l'application elle est encore en utilisation? Ah non, elle n'a pas marché pendant 3 jours, je tue. Et tout d'un coup, non, non, ça part demain, c'est un POC de demain, c'est un test de demain. Il y a plein de choses qui sont encore gérées par des humains et le business est encore géré par des humains, qui fait que je pense que ça va conseiller extrêmement bien, mais Ouais. que ça peut poser, il y aura toujours besoin de quelqu'un derrière encore, enfin pendant quelques temps. Et du coup, alors même si on met l'IA à part, hein, Ouais, est-ce ouais. que tu arrives à apercevoir ou entre-apercevoir le futur du FinOps? Voir comment ça va se diriger par rapport au cloud, etc. Alors, je vais te faire la long terme. Oui, parce que tout avance à peu près de la même façon long terme, mais dans notre cas, ça veut dire que la boîte, donc Strategic Blue, a été construite sur cette idée-là, c'est que ça va devenir un standard, ça va devenir comme un marché, comme l'électricité. Tu vas avoir besoin de cloud, tu vas l'acheter, tu vas Ouais. brancher ton truc, tu vas avoir besoin, ça va marcher. C'est ce qu'on appelle ça devient une commodity. C'est quelque chose qui est évident et tu n'y penses même pas. Ça, c'est le long terme. Et nous, on a fait notre truc là-dessus. C'est-à-dire, on dit, ah, on veut un marché, on veut que ça marche comme l'électricité, comme d'autres marchés qui existent.
Maintenant, c'est pas très avantageux pour les vendeurs de cloud. Donc, pour l'instant, on a beaucoup de ça freine assez de ce côté. Ils veulent pas que tu passes de l'un à l'autre. Ok, c'est à peu près ça le problème. Ils veulent Ouais. pas que tu branches une prise et tu dises, j'ai besoin de tourner ma fiche de paie pour ce mois. J'en sais rien dans quel cloud je vais. Ceux qui l'ont poussé à l'extrême, c'est Walmart. Donc, c'est la plus grosse boîte du monde. Et eux, ils ont construit tout un niveau de API. Ils ont tout refait pour dire, tu demandes ce que tu veux, et nous, on va choisir ou le cloud ou le local, hein, pour faire tourner le moins cher maintenant, et après, c'est fini. Donc, ça avance, mais bon, pour l'instant, il y a une boîte dans le monde qui le fait vraiment bien, et c'est la plus grosse boîte du monde, donc Ouais. ça se réplique pas énormément. Donc, je pense qu'on va aller vers ça. Je pense que les vendeurs de cloud, pour l'instant, continuent d'appuyer énormément sur le fait qu'ils parlent à des techniciens et jamais aux personnes financières. Et donc, ils vont essayer toujours d'aider plus le côté technique. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, sont presque toujours techniques et presque jamais financières. Ils essaient de garder là en même temps. Et ensuite, il y a un problème. À mon avis, on est arrivé à une espèce de rupture. Ça veut dire que comme les vendeurs de cloud ne veulent pas changer sur comment ils font comment ils font payer, et comme les grosses boîtes en particulier ne veulent pas changer comment bah, ça marchait avant très bien et je sais comment faire ça avec mes taxes, j'ai pas trop envie de changer non plus. On est arrivé à j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plateau. On va dire c'est une négociation silencieuse qui se passe. Et tu vois ça, j'ai l'impression que les vendeurs de cloud, pour l'instant, ils sont en train de devenir, parce qu'ils ont des investisseurs, ils sont en train d'essayer de récupérer le plus de revenus possible des clients qu'ils ont. Et dans quelques temps, je pense que pour avoir des parts de marché, ils vont devoir de nouveau proposer des trucs, s'adapter de l'autre côté. Ouais. Justice Donc soit désolé faite. pour la... Oh, je sais pas si c'est justice, mais donc, et toi, comme personne FinOps qui est au milieu, tu es en Bien train sûr. d'essayer de gérer tout ça, tu es en train de ramener les vieux systèmes, le forecast, donc c'est la prévision au futur, c'est ce qu'on a de plus proche Mm. de l'astrologie, nous, en FinOps, notre astrologie, c'est on va faire un forecast, mais il y a des choses ou des habitudes que tu dois changer. Avant, on avait un forecast tous les ans, tous les 3 mois. Vachement bien, vachement cool. Mais maintenant, comme il va être faux, c'est plus important. Attends, je vais faire la petite histoire rigolote, ce que je l'avais prévu, c'est on doit être comme un GPS. Ça veut dire que quand tu vas en bagnole et tu vas dire je vais faire une vacance, tu pars avec ta famille, c'est vachement bien, et le GPS, il va prendre plein d'idées et il va te dire tu vas prendre cette route, ça va te coûter tant et tu vas arriver à 12h45 et 63 secondes, peut-être pas, mais 12h45 et 25 secondes, tip top. Après, on sait très bien que surtout si tu vas en famille, tu vas avoir le moment où il va falloir y faire la pause pipi, il va falloir faire la pause bouffe, les choses vont changer. Quand tu vas revenir, ton GPS, il va pas te dire, hé, machin, là, t'es en retard de mon forecast de 2 heures. Il va faire le calcul de nouveau et tu sais pourquoi. Et ça, c'est le truc qui est important. Quand je dis on doit être un GPS, c'est que c'est plus important d'aller côté financier et de leur dire, même toutes les semaines, et on a eu un programme marketing qui a vachement bien marché, on a 20% de plus de clients, donc notre coût de cloud va augmenter de 10%. Et si dans 2 semaines après, tu reviens et tu dis, ah ben maintenant celui-là, il n'a pas marché, donc on avait prévu, là, ça va rester stable comme ça, ils aiment ça. Ils préfèrent que ça Mm. soit correct et fréquent, mais justifié, plutôt que toujours dans tous les sens. Et ça, c'est le boulot du FinOps, c'est de construire cette habitude, ce changement d'habitude. Oui, tu me demandes des quarterly, enfin des rapports tous les 3 mois. La réalité, c'est que tu en as besoin toutes les 2 semaines. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est le côté boulot. Et donc, du coup, moi, je pense à Londres, le cliché, la place financière Ouais, numéro un mondial, presque, on va dire, avec Singapour et peut-être d'autres, Hong Kong, je ouais, sais New pas York, ouais. quoi. Jean-Malaxi, on se démarre. Voilà. Ouais, ou la maison Marne-la-Vallée, d'Antony, parce que personne ne le sait, mais c'est là où tout tourne. c'est ça. C'est la clé de voûte. C'est là qu'est Internet. Eh oui. Est-ce que là-bas, il y a une plus grosse effervescence, justement, par rapport au FinOps, ou alors absolument pas? Étant donné qu'il y a beaucoup de trading, comme tu disais, Mhm. de banques, de gars de personnes qui travaillent dans les banques, qui viennent en FinOps, ou non, c'est un pur hasard. Non, justement, le FinOps, comme tous les trucs cloud, est surtout venu du côté pas financier, justement, technique d'abord.
La plupart des gens viennent ont une histoire technique. T'en as certains qui viennent de la compta, qui est pas exactement pareil que le financier. Et c'est ça le truc. Et après, t'as le côté financier, on a vraiment très très peu. Et c'était pour ça qu'on on est Parfait. unique, mais en même temps, c'est bien d'être unique, mais ça a des inconvénients aussi. Ouais. Mais l'autre chose du côté, comme tu dis, financier, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas bougé dans le cloud ou qui ont bougé un petit truc. Donc, quand on parle d'une banque, par exemple, il y avait une stat, c'était quoi, il y a 3 ou 4 ans, quelqu'un disait, il y a, je crois que c'est une des plus grosses banques avec 4 lettres, et je crois qu'ils ont quelque chose comme 15 000 développeurs, d'accord? Ça va. C'est monstrueux. Ils ont 10 000 systèmes. C'est-à-dire que tu as tous ces petits trucs. C'est de la micro-architecture, mais faite au niveau de data Très grande center, c'est sûr, échelle. à très grande échelle. Et donc, eux, ils te disent, oui, on utilise le cloud. Et puis tu regardes, et puis là, c'est un petit tout là. Ouais, on a 100 applications qui tournent dans la cloud. C'est vachement cool, c'est le site. Et tu dis, oui, mais il t'en reste 15 000 ou 14 990 là qui bougent pas. Et oui, celles-là, tu ne touches pas pour l'instant, hein. Elles sont bien là, ça Hmm. marche. Et donc, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle le Kool-Aid. C'est-à-dire qu'on voit tous, surtout quand on est dans cette industrie, moi en particulier, je suis en train d'essayer de me désintoxer un peu, mais t'as l'impression que tout le monde utilise le cloud, que c'est évident, que tout le monde est là-dedans. Mais après, tu commences à remarquer qu'il y en a beaucoup qui sont pas là. Et quand tu vois la quantité de pouvoir qui a été enlevée au monde, à la personne financière et à d'autres, tu comprends que il va falloir un moment d'adaptation. Je pense que le cloud, c'est la solution, mais je pense, comme j'ai dit, que des deux côtés, il va falloir qu'il y ait une négociation de marché entre tant que tu fais pas ça, moi je viens pas faire toi, et ça va être entre autres, bah, là je suis en train d'aller complètement dans la tangente, mais législatif, beaucoup de choses vont être, c'est qu'en ce moment, bah, comment tu taxes, comment le cloud est taxé, entre autres CAPEX, OPEX, c'est ce qu'on entend souvent, bah, ça pose des vrais problèmes pour certaines boîtes. Parce que si tu as prévu un budget A pour faire acheter des choses et que tu peux pas l'utiliser pour acheter du cloud. Il dit ouais, mais c'est le budget d'IT. Bah, dit oui, donc je vais acheter des choses qui vont taper dans le bon budget et donc ça va être je vais acheter Hmm. des serveurs pour l'instant parce que j'ai pas le choix. Ok. Mais non, on n'a pas particulièrement mieux. C'est plus en avance. Les États-Unis sont largement en avance sur l'utilisation du cloud. Oui, en général, ils ont beaucoup moins peur. C'est ça qui est assez impressionnant. Et aussi, il faut se rappeler que ce sont presque que des boîtes à eux, donc qui Ouais. sont chez eux. Donc Un peu plus ça facile. simplifie. Ouais. De notre côté européen, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord entre intérieurs. Donc le Royaume-Uni a tendance avoir 2 ans de retard, on va dire, sur les États-Unis. Et l'Europe est, maintenant il y a eu le Brexit malheureusement, Trente. et un peu plus, ouais, et un peu plus en arrière. La traîne. Et il y a aussi des problèmes légaux qui sont vraiment à discuter, quoi, à comprendre. C'est juste une histoire de consensus. C'est toujours comme ça, mais par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que nous, on pense, si tu vois les trucs, il faut que ça soit l'État qui construise le cloud souverain et tout, et t'es là, bah, pourquoi de l'autre côté du lac, ils, ils ont pas besoin, c'est pour des motifs commerciaux. Théoriquement, en Europe, on a une économie qui est aussi grande, si ce n'est plus grande que les États-Unis. Donc, il y a les sous. Oui, il y a un problème de langue, mais bon, justement, avec les trucs système aujourd'hui, ChatGPT, enfin, les AI, là, elles servent vachement bien pour les traductions. Mm. On a un truc que moi, ça c'est complètement différent, mais je pense que c'est lié on a un problème avec le plantage. On a un problème que si ça marche pas, on est oh là 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 là, c'était évident que ça allait pas marcher, plutôt que de dire on va investir 10 milliards et puis bah si ça plante, on a perdu 10 milliards, ce que tu veux, mais à côté ils en ont gagné 100, hein, on avait aussi investi 10 là-bas. Ouais. Mais ça, c'est l'Europe dans sa plus belle définition ou plus mauvaise, c'est que la sécurité avant tout, quoi. Bah voilà. Mais là, voilà, donc on a vu que sur l'informatique qui marche très très vite et tout, la tendance à être un peu à la bourre là-dessus. Ouais, on perd. Ouais. Et ça a des inconvénients ça a des gros inconvénients qui fait qu'on a quelques vendeurs de cloud, mais ils sont jamais au niveau bah, ils font pas la compétition dans les 5 premiers, quoi. Ou même dans Mm. les 10 pros. Mais du Anthony coup, va c'est me vrai que corriger. non, 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 les classements, moi je corrige jamais personne parce que chacun ses critères de classement, chacun sa ligue, etc.
Et parler de OVH ou de Scaleway à un gars de Azure, il va me dire oui, mais ce n'est pas du tout le même niveau, ce n'est pas la même catégorie. Et faire l'inverse, parler à un gars d'OVH de Azure, il va dire oui, mais eux, ils ne font pas ça, ils n'ont pas la confiance, Ouais, et ouais, nous, on est capable de faire la même chose. Donc je ne commande pas les classements des gens. Chacun son c'est classement ça que je pense personnel, qui c'est un va peu comme la disparaître. religion. Ouais, et ça, c'est ce que je te disais, je pense qu'il va disparaître, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir, bon, ça, c'est le cloud, et ça, c'est ce que tu dois fournir, ça, c'est les API standards, et puis voilà, maintenant, lequel cloud tu vas, j'en ai rien à cirer, tu auras un load balancer Et de exactement. cloud. Et sur ton idée de commodité, oui, clairement, en fait, l'idée de commodité, elle est là, elle est très facile, elle est très implémentée par les librairies, les outils, etc. Si on voudrait faire, enfin, quand le cloud est arrivé, pendant 7 ans, on a eu 1 million de projets brokers de cloud, on est capable d'utiliser plusieurs clouds en même temps, et personne n'a utilisé ces projets-là, ou personne ne les a utilisés pour faire du multi-cloud, pour une simple raison, c'est le trafic et son coût pour parler d'un cloud à un autre. Déjà, Ouais, c'est ouais, la première barrière. On peut parler de multi-cloud quand on utilise plusieurs clouds, ok, mais encore une fois, certains diront, oui, mais ce n'est pas du multi-cloud, puisque tu ne fais que offload un workload quelque part et tu rapatries ta donnée dans ton cloud principal. Donc tu ne fais que avoir un cloud annexe et un cloud principal, ce qui n'est pas du multi-cloud pour certains. Et c'est relativement vrai. Mais bon, si on n'avait pas de prix de trafic entre les clouds, en fait, tout, ce serait YOLO et tout le monde ferait tout et n'importe quoi. On testerait que bah, entre AWS et je sais pas, et Scaleway, on a une latence qui est minime parce qu'ils sont dans le même data center. Et oui, oui, donc ils sont à peu près à 0,02 millisecondes de distance, en fait. Ça serait possible, très mais proche. en fait, euh, financially parlant, c'est pas possible parce que bah, la tarification fait qu'il y a le trafic égress qui est payant. Ouais, Maintenant, je- il n'y a pas longtemps, on a eu le superbe Digital Act en Europe. Je ne l'ai pas lu, hein, il est long, hein, mais j'ai lu le petit résumé sur deux, trois sites de presse, histoire de comprendre le truc. Et surtout, moi, en tant que Claude Mercato, j'ai vu passer comme quoi les uns après les autres, les Big Three ont dit bon, on va vous supprimer le trafic egress. Oui, zéro, c'est fini, il n'y en a plus si vous partez de chez nous. ouais, Donc, si exactement. vous voulez plus payer de trafic egress chez Google, chez Azure ou chez AWS, résiliez votre contrat chez eux et vous n'en payerez plus. C'est globalement ce Ouais, qu'il dit. enfin, Bon, non, vous devez tout virer blague à d'abord aussi. part, voilà, Ouais, blague ouais, à mais c'est part, ça. en réalité, c'est le trafic egress gratuit et lorsque vous décidez de partir, donc il vous laisse un délai de 60 jours pour sortir toutes les données de chez vous. Donc, imaginons, vous avez, je sais pas, 5 TB, 5 terabytes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais vous allez déjà payer, je crois, on est à 10 centimes par giga chez AWS, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas peu cher. Mais imaginons, vous avez 5 pétabytes. C'est quand même bienvenu de pouvoir partir sans payer. Mais bon, 60 jours, c'est aussi court pour 5 pétabytes. Mais Justement, oui, c'est ça, pareil. C'est court, tu vois. Les méthodes qui te donnent pour aller dans le cloud, est-ce que tu les donnes aussi pour sortir? Tu sais, t'as les boîtes que tu peux avoir ou oui. tu peux remplir. Est-ce que ça, c'est dispo? Je sais pas. L'autre truc, par contre, tu parlais du multi-cloud et je voyais, il y avait deux choses que je trouvais très intéressantes là-dessus. Une, c'est, je crois que justement, les gens vont commencer à garder les données localement. Et le cloud va être utilisé dans ton data center et le Hmm. cloud va être utilisé pour l'élaboration de cette donnée. Donc, quand tu as quelque chose qui arrive, ça te permet d'être multi-cloud. Parce que tu peux avoir la même fonction si c'est en serverless qui va tourner et qui va, chacune, même dans n'importe quel cloud, vont demander les informations à ton truc, vont juste récupérer ce petit morceau, parce que la demande est tout petite. Le gros truc va sortir et la quantité d'informations va être dans le cloud qui est à zéro. Hmm. Tu fais ton élaboration, soit tu la renvoies en arrière, encore plus petite en général, après une élaboration ça devrait réduire, ou tu l'évites, tu la vires. Ça y est, j'ai présenté la page au client, c'est bon. Et ça, Ouais. je pense que ça va être un truc, et là-dedans aussi, tu voyais, Microsoft avait fait un truc qui m'avait étonné, c'est, il disait, je crois que c'est, si tu as un SQL Server, je suis sûr qu'il y a des licences, un bazar derrière, c'est l'horreur, mais si tu as un SQL Server, tu peux demander à ce que ce SQL Server soit géré par Azure.
Donc tu l'as dans D'accord. ton data center, mais c'est eux qui vont faire les patchs, les mises à jour, les trucs. Et t'es là, ça, c'est pas mal comme idée. Ouais, 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 c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que oui, le cloud, entre guillemets, supprime un peu la tâche de l'humain. Et si tu peux supprimer la tâche de l'humain on-premise, c'est pas mal. Surtout que c'est casse-pied, hein. Je me suis occupé de data center, c'est tout. Mais, Ah! mais c'est vrai que ce truc de cloud hybride, parce on a eu toutes les phases Oui. de cloud, tous les noms qu'on peut donner. Aujourd'hui, bon, on utilise du cloud et chacun son usage. Mais le cloud hybride tel qu'on le définissait avant, où j'ai mon data center on-premise et j'utilise un cloud public, on adorait dire private, public, hybride il y a quelques années. Et bah, cette utilisation-là, c'est intéressant parce que dans le cas d'usage que tu me donnes, c'est-à-dire que en fait, mon on-premise me sert de data center, dans le sens où Ouais, je stocke mes data, vraiment au sens data, bah ouais. pas ordinateur. Et en fait, pour stocker de la data, clairement, du CapEx qu'il faut. C'est pas de l'OPEX. Je ne suis Voilà, pas en train de faire de l'opérationnel. Ma donnée, elle va rester là, elle restera là pendant les 100 années à venir. Donc en fait, j'ai pas besoin de faire de l'OPEX pour la stocker. bah voilà, ou alors oui, tu as un coût. Ouais, bah, justement, ça te permet de gérer un peu mieux ce genre de choses, et ce sont des nouvelles méthodes, on va dire, de pensée, je pense, qui vont se créer. C'est-à-dire que les architectures vont devenir plus larges que avoir tout dans un endroit. C'est pour ça que je dis, Ouais. c'est encore ennuyeux. J'arrive encore à être, super pro, passer des certifications, j'en ai 3 pros et trucs et bazar. Même chez Google, où je crois que j'avais jamais allumé une VM de ma vie à l'époque, quand j'ai passé la première fois. Et le truc, c'est parce que, bah, je suis désolé, mais c'est pareil qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait à peu près les architectures de la même façon, et j'ai retrouvé un document que j'ai écrit, j'aidais des gens qui faisaient c'était leur mémoire. Oui. Et un truc, c'était ce que je l'appelais la PI Engine, Plugin Engine, et tu regardais, c'était un système qui parle à un autre système, qui parle à un autre système, qui parle à un autre système, pour faire un truc, et j'étais là, tiens, c'est de la micro-architecture, c'était il y a 20 ans déjà. Donc l'idée, c'est, malheureusement, on n'est pas en train de réinventer, même quand on parle de Kubernetes, tu vois que, bah oui, on essaie encore de mettre plus de choses sur le même morceau de métal, parce qu'ils sont super efficaces maintenant. Et bon, oui, ça a commencé avec les VM, puis après on a commencé à rajouter dans les VM, on a dit, on peut faire du doc dans des VM, et puis après on a commencé à dire, oh, mais c'est cool, faut l'organiser un peu plus, on en a 10 000 maintenant, donc ça fait un peu bazar. Mais à la fin, ça devient juste compliqué par volume, et c'est la même chose. Oui. Et je crois qu'IBM avait fait les premières VM sur mainframe en 1960, donc le seul truc qui est vraiment, vraiment nouveau, que j'ai entendu pendant les 20 dernières années, c'est l'IPv6. D'accord? Mais ça change absolument tout. J'ai passé une certif chez Sun Microsystems Oui. sur l'IPv6, ok? Tu peux imaginer, c'était avant que Oracle achète, c'était il y a une blinde. Mais le résultat, c'est du vrai changement. Alors tout d'un Ouais. coup, tu as tous les vendeurs, tout le monde. Non, non, moi je veux pas tout changer. On invente le NAT, on a inventé tout ce qu'on peut pour l'éviter. Donc on adore changer de langage de programmation. Rust est mieux que C++, qui est mieux que C, qui est mieux que Java, mais ils sont tous là encore. Donc tu arrives à avoir une liste infinie. Heureusement, on a gardé HTML, thank God. Euh, et t'as tous ces. Et après, ouais, enfin bon, je suis en train de perdre le fil de mon machin, mais c'est du délire, comme en réalité, l'informatique, bah, on n'aime pas le changement plus que ça. Et on se dit que les autres, ils doivent apprendre l'informatique. Et d'ailleurs, Jérôme, un truc qu'on parlait tout à l'heure, tous les gens presque en FinOps, encore aujourd'hui, ou même les techniciens qui travaillent dans le cloud, ils pensent tous que ceux de la finance, ils devraient apprendre, hein, ils devraient être un peu plus techniques, on leur bombarde de cours et de trucs. Alors que je pense sérieusement que c'est à nous d'apprendre un peu plus de finance. Ouais. Parce que quand on te dit une reserved instance, et tu essaies de l'expliquer que ça, ils comprennent que dalle, hein, moi, tu peux aller leur parler de la finance et tu leur dis, c'est un forward contract, c'est un contrat dans le futur, pour rapport à une consommation future. Et ils vont dire, ah bah oui, c'est évident. Et tout d'un coup, ils savent très bien. Quand nous, on commence à faire cet effort, et ça pour moi, c'est le FinOps qui va faire l'effort d'aller vers la finance. Eux, ils ont des systèmes qui tournent depuis 2000 ans, enfin même 5000 ans, le pognon, ça existe depuis longtemps. Ils ont probablement eu ce problème.
dans l'histoire, ils ont déjà géré ce problème et ils savent très bien comment ça marche. C'est probablement codifié quelque part. Pourquoi est-ce qu'on veut réinventer la roue? Et même les noms. Reserved instance, c'est pas une réservation, c'est pas une instance. C'est- anyway, comme disent les Anglais. Anyway. Ouais, c'est très vrai. Ah, Pour parler un petit peu de toi, Franck, est-ce que tu peux nous présenter ton podcast pour te faire un petit peu de publicité? bah ça c'est très gentil, et toi? Donc oui, un des trucs que j'ai en étant AWS Ambassador, c'est que je dois publier des trucs régulièrement. Et ils aiment bien que tu publies des trucs techniques. Et moi, technique, je fais plus, ou presque plus. Et donc j'avais un problème. Mais en même temps, je veux que FinOps avance. Je pense qu'il y a encore besoin de plus de personnes et d'innovation, et surtout on veut attirer du monde et expliquer aux professionnels. Le truc qui a été donc, j'ai travaillé avec Stephen Hold, travaillé pour Strategic Group pendant un moment, après il est parti, et on a construit ensemble ce podcast. Donc c'est un podcast qui s'appelle What's New in Cloud FinOps. Nous, on se fait appeler les FinOps Guys. Hein, donc si vous cherchez sur Spotify, vous allez voir les FinOps Guys. L'idée, c'est que chaque mois, on va faire 2 épisodes. On va avoir un épisode où on va passer toutes les news de AWS, Google et Azure. Et je peux dire que sur Azure, je crois que Steve, il doit lire les release notes. Non, c'est Google, il doit lire les release notes, c'est massacrant. Et on extrait uniquement les informations qui vont toucher, qui vont changer le coût à la fin du mois. Donc ça va être les réductions, les nouvelles instances, ça va être les nouveaux programmes. Donc tout ce qu'on voit là-dedans, on en parle et on présente. Alors, on a assez d'expérience pour pouvoir présenter en faisant semblant qu'on comprend quelque chose. Il y a des fois, on comprend que dalle et on le dit très clairement. Hein. On a juste lu le titre parce que, voilà, il y a des fois. Mais ensemble, l'idée, c'est que vous, si vous voulez rester à jour sur toutes les nouveautés cloud qui sont, euh, qui vont changer votre invoice, facture à la fin du mois, ça y est, j'ai retrouvé mon mot, ça, c'est l'épisode que vous voulez écouter. Et puis après, une fois par mois, on essaie de faire une interview de quelqu'un d'intéressant. Donc on a interviewé Anthony, on a interviewé aussi d'autres personnes. On essaie tous les mois d'avoir quelqu'un. On a une bonne liste de gens qui sont intéressants et qui veulent venir et qui parlent de sujets complètement disparates. L'autre chose rigolote, c'est qu'on est 2 potes. Et vraiment, l'idée, c'est qu'on utilise aussi ce podcast pour rester en contact. Ça nous et c'est super, c'est-à-dire que quand on va discuter, il y a des fois, on n'est pas extrêmement préparé, mais en même temps, vous allez avoir des vrais côtés d'émotion. L'editing est limité, mais vous allez vraiment voir qu'on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on pense quelque chose, on propose une autre expérience. Ça fait partie de ce que les gens nous disent qu'ils aiment beaucoup, c'est que c'est vivant et que c'est vraiment 2 gens qui s'entendent bien, qui discutent. C'est pas monsieur, aujourd'hui, etc. C'est pas politique, on va Bonjour, mettre ça comme bonjour ça. Franck, as-tu une nouvelle? Oui, j'ai des nouvelles, Oui, Stephen. j'ai des nouvelles, donc aujourd'hui, nana. Bon. Donc ça, c'est le podcast. Je vous conseille quand même d'y jeter un œil si vous pouvez. Pendant un moment, j'ai essayé de faire une version française. Euh, je crois que j'ai eu plus de likes sur LinkedIn que j'ai eu de personnes qui l'ont écouté. Donc j'avais décidé que bon bah non, ça vaut pas quand même, ça valait pas trop le coup. J'aimerais bien recommencer s'il y a effectivement des gens qui sont prêts à écouter des news, des nouveautés en française et expliquer à la va-vite par moi-même. Si après ça concerne du succès, je vais peut-être la faire un peu moins vite, mais faites-moi savoir ça aussi, volontiers. Et les autres choses, si vous cherchez mon nom et prénom, qui sont heureusement pour moi assez rares, et c'est Franck sans un C, hein, je me bats même avec l'État français à propos de ça, parce qu'à chaque fois ils m'en mettent de partout. C'est Franck sans le C, enfin, contrepoids, POIS à la fin. Vous me cherchez, vous allez voir, je m'amuse avec les prix, je m'amuse à faire des analyses de prix, donc combien coûte un Red Hat, combien coûte un Windows, combien coûte SQL Server et tout ça, en expliquant, c'est tout open source, vous pouvez prendre le code. Il y a aussi aws.franccontrepoids.com où vous pouvez voir tous les prix de la dernière mois par région. Enfin, Ouais, c'est je vrai qu'à m'amuse. chaque fois, à chaque fois que je discute avec toi, à la fin de la conversation, tu m'envoies un lien Ouais, t'as fait tes petites recherches et tu m'envoies toujours un petit lien vers ton site internet avec la conclusion de ta recherche ou les détails, ouais, etc. T'as bah toujours voilà, plein de donc. petits outils comme ça qui traînent pour pouvoir analyser les prix. Ouais, bah voilà, donc c'est ce que j'aime bien, et ce que je dis, c'est depuis que j'ai découvert que bah, ces grosses boîtes qui font du cloud, bah, à la fin, elles ont besoin de revenus, et que c'est leur truc principal, tu commences à comprendre qu'il y a tellement de choses importantes dans le prix, dans ce qu'ils te mettent comme prix, parce que c'est ce qu'ils contrôlent, pas l'utilisation, le prix.
tu commences à voir les stratégies qui vont derrière. Tu commences à voir le pourquoi, où est-ce qu'ils sont en train de te guider. Où est-ce que... Et ça devient vachement... Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant, donc bon, vous prenez quand même pas pour un exemple, j'aime bien les bases de données, donc déjà, je suis un cas à part, mais voilà, c'est... Hein, bon. Donc, mais si les Bon, gens sont t'as intéressés réussi comme à trouver avec ta toi, place dans ce système, c'est pas grave. voilà! Puis comme j'ai plein d'idées, ben, je m'occupe de l'innovation à Strategic Blue, donc c'est vachement bien. Après, il faut que j'essaie de faire un peu de delivery, pour que, effectivement, ça soit pas que des idées en l'air. Mais ça, faut de la constance, c'est dur. Ouais, ouais. Bah, non, déjà pour ton podcast, faut de la constance parce que Ouais, tu vois, avec Jérôme, nous aussi, on regarde les news passées, etc. On a un petit newsboard qui nous permet de rassembler les flux RSS et de voir un petit peu tout ce qui passe. Et il y a vraiment beaucoup de choses en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses et il y a beaucoup de news où quand tu rentres dedans, enfin, par exemple, sur 10 news, AWS, Google, Azure, il va y en avoir une, c'est Microsoft qui dit on vient de passer la certification pour que les autorités boliviennes puissent utiliser notre cloud. Ensuite, ça va être ah, tel VM vient d'arriver à Osaka au Japon. Enfin, ouais, trouver le ça, il y en a. pertinent, l'intéressant et en plus avoir les connaissances dessus, c'est pas simple. Ultra C'est pas simple spécifique du des tout. fois. Ouais. Ah Ouais. oui, Après, c'est et ultra spécifique, ouais, c'est vrai. là, je Du coup, remercie ouais, c'est Steve un qui travail me de longue pousse. haleine. Ouais, moi, je vous remercie tous les deux, hein, parce que quand je vous écoute, je me dis, ouh, ils m'ont summarisé ça. Voilà, je perds mon anglais aussi, mais mon français. Ils m'ont synthétisé ça aussi bien, sinon mieux que l'aurait fait un GPT, et je peux juste mettre ça dans mes oreilles et faire autre chose en même temps. Donc, ouais, c'est un travail de longue haleine, et je vous remercie pour ce que vous faites dans ce podcast. C'est dingue. Ah bah, En- merci en- beaucoup. Et en- puis nous, on adore ce que tu fais. Comme on dit, chaque année, on vient vers toi pour dire, c'est quoi ce qui a changé avec tes données? Et c'est super qu'avec Cloud Mercato, on arrive justement, ça soit basé sur les infos, on arrive à extraire là, le truc. Mm. C'est génial. Bah, et Ah, du coup, toi, auditeur, spectateur, j'espère que tu as un super vocable anglais dans ton cerveau pour pouvoir écouter ce podcast, parce que réellement, il vaut la peine de passer son temps dessus, réellement. Euh, Ça fait une petite heure et quelques qu'on ouais, ouais. discute. Jérôme, est-ce que tu as des questions pour la fin? Parce que sinon, on va rester 2 heures. Question rapidos, mais question qui m'interpelle, qui interpelle mon petit cerveau D'Homo sapiens, on va dire. de geek Obsidian, etc., etc. Oh, J'ai vu que tu utilises ou utilisais, je sais pas, peut-être que c'est plus actuel, des techniques des techniques, je sais pas comment on appelle ça, des méthodes de documentation comme le Zettelkasten et Obsidian. oh oui. Est-ce que tu continues d'utiliser? Est-ce que comment que c'est qu'est-ce que ça t'aide dans la vie de tous les jours? Et est-ce que ça t'aide aussi dans le pro? J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus perso que pro ou dev perso ou quelque chose comme ça. Quoi que c'est qu'est-ce que le Zettelkasten déjà peut-être pour les gens qui connaissent pas? Oui, bah, il y en a la plupart du monde, moi, quand on me l'a Ouais. raconté la première fois. Donc, donc oui, je l'utilise encore, c'est ce que ça s'appelle, pour moi, ça s'appelle j'apprends en public. Ça veut dire que dès que j'apprends un sujet, j'essaye de l'écrire en notes qui sont publiques. Alors, ça peut être bon, ça peut être faux, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, Ouais. etc. Là, maintenant, je l'ai tout mis dans GitHub aussi pour les gens si vous voulez commenter. Mais l'idée de base, c'est ça, ça commence par quand tu commences à lire un bouquin. Tu sais, tu lis un bouquin et tu l'adores, ce bouquin. Et c'est pas un bouquin, c'est pas un roman de fiction, c'est un truc de comment avoir, j'en sais rien moi, des meilleurs habits ou être un meilleur, ce que tu veux. Tu vas le lire, t'es enthousiasmé partout, tu surlignes, soulignes, même si tu t'y mets, t'arrives à la fin du bouquin, tu attends une semaine et tu te rappelles que de un truc, tu attends 2 semaines, tu te rappelles de que dalle. C'est à peu près tout le monde. Tu te rappelles qu'il y avait au moins 25 pages qui étaient vachement bien surlignées et que tu vas jamais relire. Et donc l'idée là, le Zettelkasten, c'est l'idée de prendre une petite note, mettre toutes ces notes par écrit sur des petites cartes en particulier. Moi, je les mets sur des petites cartes. Et après, souvent 6 mois après, je reprends ces cartes. Et si je me rappelle encore de l'idée, je vais l'écrire dans un système où tu peux relier un peu un wiki, où tu peux relier les choses entre elles. Et donc, chaque carte ou chaque petite note, des fois, il y a une ligne, et au-dessus, il y a ça, c'est relié avec comment faire ci, comment faire ça, le sujet machin qui m'intéresse. Donc, mais voilà, j'utilise
Ça, c'est la méthode du Zettelkasten, de prendre des petites notes et de les connecter avec plein d'autres. L'outil que j'utilise, comme tu dis, c'est Obsidian, qui est un produit open source qui marche vachement bien, enfin qui est gratuit en tout cas, je sais plus s'il est open source, mais en tout cas il est gratuit, et ça marche super bien, et ça a un avantage, c'est quand tu le payes là d'un coup, tu peux publier tout ton truc sur le web. C'est là d'où viennent beaucoup des liens dont Anthony parlait tout à l'heure. C'est si tu vas sur ZT pour zettelkasten.franccontrepoids.com, parce que je suis mégalo à ce point-là, tu pourras effectivement voir toutes mes notes du Zettelkasten et j'apprends en public. Donc il y a des trucs qui sont pas finis, il y a des trucs qui sont avec des fautes de partout, etc. Mais oui, j'utilise encore et oui, j'adore. Ok. Ouais, moi, enfin, j'ai appris ça Obsidian, je sais plus quand ça date, quasiment à leur début, hein. Je crois que c'est des étudiants chinois qui l'ont développé à Liège ou à Bruxelles, je sais plus où exactement. Et ça permet, pour ceux qui connaissent pas, de faire ce qu'on appelle le second cerveau, quoi, le second brain, Ouais. et de, comment on appelle ça, du neural linking, je sais pas exactement comment on s'appelle ça, mais d'avoir un mind map du cerveau, de Ouais. notre cerveau, de notre second brain. Ouais, bah, ou au moins de notre savoir. Vachement Voilà. pratique. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Alors moi, je l'ai utilisé notamment justement... alors, ce mot, il a été détruit alors qu'il a quand même un peu de valeur. Il a quand même... je l'utilise beaucoup en développement personnel. C'est dommage que ça a été Ouais, vas-y. trop Du galvaudé. Enfin, développement personnel, toi. ouais, je suis une Il, merde. il- il- Pardon. il dit personnellement régulièrement. Personnellement, ouais. Et, euh, et en fait, ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est le vrai avantage, c'est que ça permet aussi, au-delà de, je ne sais plus comment on appelle ça, de revoir les choses répétitivement pour les garder aussi en tête. Ça permet de voir des liaisons qu'on ne pourrait pas voir si on ne les mettait pas soit sur papier, soit, soit en virtuel, etc., etc. Ça t'aide, soit indirectement parce que ça te permet de te libérer l'esprit pour le FinOps, parce que ça doit être comme une grosse charge mentale, ou pas du tout. C'est vraiment deux trucs séparés. Non, bah, c'est pas deux trucs, mais ça m'aide, oui. Ce que j'aime bien, ça marche un peu dans l'autre sens. Ça veut dire que moi, je prends 2 points, parce que je sais qu'ils vont être reliés. Je prends 2 points et je dis comment est-ce que ces deux trucs sont reliés, qui n'ont rien à voir. Et ça te permet presque de construire tu peux construire un article à propos de ça. Tu vois de comment ça passe d'un truc à l'autre, d'un truc à l'autre, et ça crée automatiquement quelque chose d'intéressant. Parce que ce sont 2 points qui sont tellement éloignés, ou pas obligatoirement éloignés, mais qui sont connectés de manière étrange, qui fait que à la fin, je trouve que ça va m'aider voilà, donc pour faire du contenu. Alors attends un instant si je peux voir Est-ce qu'on peut voir le big Open Graph View? Ouais. Tiens, on va. Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on peut share screen sur ce? Non! Anthony, t'as été méchant avec moi, je peux pas sharer mon screen pour bien parler français, pour bien causer la France. Pour sharer le screen, alors il faut que je regarde comment que c'est que je peux autorisationner le partage d'écran. Ici, plusieurs participants peuvent partager. Il est dur le français aujourd'hui. Ouais. Normalement, ça Ah, devrait être bon pour le on partage. cause la France, hein. On Ouais, cause, c'est bon. Alors, on va voir si ça marche comme ça. Ah! Est-ce que ça c'est le bon? ça Oui. fonctionne. Est-ce que tu vois l'écran? Ouais. Et si je mets ça, est-ce que tu vois l'écran? Encore, est-ce que tu vois le graphe? Ouais, On ouais, voit. tout à fait. Et voilà, donc ça c'est mon graphe par exemple de mon Zettelkasten. Et tu vois qu'il y a le truc dont tu parlais, c'est que ça te montre qu'il y a vraiment trois trucs dans mon cerveau. Les Il y en a nœuds, ouais. un, c'est tout ce qui est, ça c'est tout ce qui est curve file FinOps aussi. Celui-là, c'était pareil, c'était relié, c'était des certifications passées, et tout ça, c'est les trucs de business, leading and managing, mentoring, coaching, et tout ça, qui sont les sujets qui m'intéressent. Et D'accord, c'est bah, il rigolo, y en comme a un tu dis, paquet. après, tu peux commencer à retrouver les choses comme ça, et dire pourquoi celui-là est tout seul, ou si tu trouves quelque chose qui est tout seul, ben, il y a un problème. Il faut le lier. Amazon API Gateway, il doit être lié à quelque chose, il y a eu une erreur, soit j'ai pas marqué les choses au bon moment, soit je l'ai perdu. Ou tout ce bloc-là, il a rien à voir. Et avec Obsidian, tu peux changer, tu peux mettre des couleurs. Alors ça devient super cool quand tu mets les couleurs, parce que tu commences à voir les sujets, les trucs et les machins. Enfin, bon. Après, crise d'épilepsie, il y a les yeux qui saignent, il y a des feux d'artifice. Ouais, ça arrive aussi, ouais. Mais
C'est vachement pratique, ouais. C'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup, que j'utilise pour publier justement tout ça. Donc, ZT, c'est mon truc. Bon, bah, merci. Eh bien, je pense que nous en sommes au mot de la fin. Enfin, quoique non, avant le mot de la fin, j'aimerais demander à Franck si justement il a un mot de la fin. Merci, je pense que j'ai bien occupé toute votre banque. Je vous ai pas fait trop parler aujourd'hui. Soyez. Et j'ai avoir sérieux. Rappelez-vous, vous qui écoutez, même si vous n'avez pas dû parler beaucoup, allez boire un coup. Restez hydraté, c'est le truc le plus important. Et allez Clairement. bouffer. Moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Ah ouais, aussi, j'ai la dalle. Vous n'entendez pas mon estomac, en fait, depuis tout à l'heure. Mais souvent, je coupe le micro parce que je me dis, non, c'est sûr, ils vont entendre. Oh, comme ça, non, c'est pas possible. Faut que j'aille Bah manger, voilà. là. Mais bon, pour ce qui est de mon côté, si vous en êtes encore là, je vous remercie. Ça fait une petite heure que vous nous écoutez. Ça fait Oui. beaucoup. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez appris plein de trucs. J'espère que vous allez contacter Franck pour votre FinOps. J'espère que vous allez écouter aussi son podcast. Et aussi, j'espère que vous allez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, appliquer, partager, parce que nous, ça nous aide, ça nous permet de voir qu'on progresse. Et quand on progresse, eh ben, on est content. Donc, il me reste simplement à vous souhaiter une super journée à vous tous, et à toi, Jérôme, et à toi, Franck. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir et faites du développement personnel.